Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Les villages de Boléa et de Bélani, situés dans la commune Tchamba 3 au nord Togo, ont désormais accès à l'eau potable avec des forages photovoltaïques. Ces ouvrages améliorent ainsi la qualité de vie et la santé des habitants de ces communautés. La Banque ouest-africaine de développement a octroyé 30 milliards de francs CFA au Togo. Ce financement vise à renforcer l'agro-industrie et à stimuler la croissance agricole inclusive tout en protégeant l'environnement. Et puis au Sénégal, le champ solaire photovoltaïque de Saint-Louis a été inauguré la semaine dernière par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, une infrastructure qui répondra aux problèmes rencontrés dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce sont les points clés de l'actualité du jour. Bienvenue. Les villages de Boléa et de Bélani dans la commune Tchamba 3 au Togo ont réceptionné des forages photovoltaïques. Avec le projet Cohésion sociale des régions nord du Golfe Guinée piloté par l'ANADEB, ces villages franchissent une étape cruciale en matière d'accès à l'eau potable pour les habitants. Regardez. Les villages de Boléa et de Bélani, situés au nord du Togo, ont désormais accès à l'eau potable depuis l'inauguration des forages photovoltaïques la semaine dernière. La cérémonie s'est tenue en présence des représentants du maire de la commune Tchamba 3, de l'ANADEB, de la direction régionale de l'hydraulique, des acteurs communautaires et des populations bénéficiaires. Ces infrastructures, réalisées à un coût total de 14 147 099 francs CFA pour chaque village, fournissent désormais une eau potable. Ceci améliore la santé et la qualité de vie des habitants, en particulier des enfants. En outre, l'ouvrage de Bélani dispose en plus des bornes fontaines d'un abreuvoir. Les autorités du village ont exprimé leur gratitude envers le projet de cohésion sociale des régions du nord du golfe de Guinée, CONSO, le gouvernement togolais, la Banque mondiale et l'ANADEB pour ces ouvrages. Le projet CONSO vise à renforcer la cohésion sociale ainsi que la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières, y compris celles de Boléa et de Bélani. Financé à hauteur de 60 millions de dollars, ce projet est un exemple concret d'investissement dans les zones frontalières contribuant au développement régional et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Il est piloté par l'ANADEB et s'étend à 42 cantons frontaliers, dont 38 dans la région des Savanes, 2 dans la région de la Kara et 2 dans la région centrale. La Banque ouest-africaine de développement a octroyé un nouveau financement de 30 milliards de francs CFA afin de soutenir la deuxième étape du projet de transformation agroalimentaire du Togo. L'objectif de cette initiative est de favoriser la croissance agricole inclusive et de renforcer les filières agro-industrielles du pays. Francisca Djessou. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a récemment approuvé un financement de 30 milliards de francs CFA pour soutenir la deuxième phase du projet de transformation agroalimentaire du Togo. Ce projet ambitieux vise à stimuler la croissance agricole inclusive et à renforcer les filières agro-industrielles du pays. Plus spécifiquement, il se concentre sur les filières du riz, du maïs, du soja, du sésame, du poulet de chair et des noix de cajou. L'objectif principal de ce projet est de favoriser une croissance agricole créatrice d'emplois et de réduire les importations alimentaires du Togo. En investissant dans ces filières clés, le projet vise à renforcer les capacités des acteurs locaux, à améliorer les infrastructures agricoles et à promouvoir des pratiques agricoles durables et innovantes. En soutenant le développement d'un écosystème agricole plus résilient et innovant, ce financement contribuera à la création d'emplois, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la croissance économique du Togo. Le Togo dispose désormais d'un schéma national d'analyse et de couverture de risques. Le document a été validé le 20 juin dernier lors d'un atelier à Palimé par les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe et des organisations de la société civile. Plus de détails dans ce commentaire signé Alessandra Adekombi et Léonce Sago.
La rencontre initiée par l'Agence nationale de la protection civile ANPC avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement PNUD vise à réduire les risques de catastrophe. Ce schéma national d'analyse et de couverture des risques de catastrophe, qui prend en compte les besoins sectoriels, présente une analyse des risques auxquels le Togo est confronté. Ce nouvel outil permettra d'identifier sur le territoire les risques auxquels les populations sont confrontées et les structures capables d'y répondre. Il sera utilisé pour planifier les interventions et apporter les réponses adéquates. Les communes pourront également s'en servir dans l'orientation de leur plan de développement communal PDC. La validation de ce document intervient dans un contexte où la région maritime et le Grand Lomé subissent ces dernières semaines de très fortes pluies et des inondations liées au dérèglement climatique avec des dégâts matériels importants. Rappelons que l'élaboration du schéma national d'analyse et de couverture des risques de catastrophe s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques. Au Bénin, le port autonome de Cotonou renforce sa surveillance environnementale. Des dispositifs de détection des polluants ont été mis en place afin d'analyser l'air à l'intérieur du port et à identifier les éléments nocifs pour les éliminer. Commentaire Francesca Dessou. Le port de Cotonou au Bénin a atteint un taux de réalisation de 80,40% de ses objectifs environnementaux, selon le rapport 2022 sur l'état environnemental. Afin de respecter davantage les normes environnementales, l'autorité portuaire a installé des capteurs pour analyser l'air sur la plateforme portuaire et prendre des mesures contre les activités polluantes. Au total, 17 capteurs et 7 jauges Owen ont été installés pour collecter les échantillons d'air et des poussières qui sont ensuite analysés en laboratoire. L'objectif est d'améliorer la santé et la durabilité de l'environnement portuaire. Les responsables du port de Cotonou sont confrontés au défi de concilier l'écologie, l'environnement et la santé dans le cadre des travaux d'extension du port. Leur ambition est de devenir l'un des principaux ports durables en Afrique. Au Sénégal, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a procédé à la réception du champ solaire photovoltaïque du périmètre de Saint-Louis. D'une puissance installée de 46,2 kWh, ce projet marque une avancée significative dans la recherche de solutions durables aux défis rencontrés par les producteurs et les partenaires de la vallée du fleuve Sénégal. Rafietou Mbéreko et Vivas Amana. Un champ solaire photovoltaïque d'une puissance de 46,2 kW crête a été inauguré par le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, dans la région de Saint-Louis au Sénégal. Selon le ministre, la réalisation de cette infrastructure constitue un pas de géant dans la recherche des solutions durables aux multiples contraintes et défis auxquels partenaires et producteurs en zone irriguée sont confrontés dans la vallée du fleuve Sénégal. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs hautes personnalités. À cette occasion, le ministre Mabouba Diagne a également effectué des visites de terrain dans la vallée du fleuve Sénégal. Pour le ministre, cette tournée de 4 jours a été une occasion de s'enquérir des maux, mais également lui permettre d'être en parfait contact avec les acteurs agricoles de cette zone qui est très stratégique pour la souveraineté alimentaire du Sénégal. Connu sous le nom de projet d'irrigation solaire pour une agriculture intelligente face au climat, cette initiative est un effort de collaboration impliquant l'Institut mondial de la croissance verte, le ministère sénégalais de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, la Société nationale pour la mise en valeur et l'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal. La représentante résidente de l'Institut mondial pour la croissance verte, Assiani Magani Alio, a adressé ses remerciements à l'endroit du Fonds du Qatar pour le développement qui a rendu possible cette expérience de 3 ans et demi pour aborder le lien entre l'eau, l'énergie, le changement climatique, mais également l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal. Le Fonds du Qatar pour le développement a financé la mise en œuvre d'un projet innovant adressant la connexion eau-énergie, climat-agriculture dans 12 sites pilotes du delta du fleuve Sénégal. Le Maroc a reçu un fonds financier estimé à 84 milliards de dollars auprès de la Banque africaine de développement pour faire face au changement climatique. L'objectif est de soutenir la gestion de l'eau dans les zones forestières. Alessandra Dekambi avec la voix de Francesca Dissou.
Face à la sécheresse qui affecte l'agriculture marocaine depuis 2020, le gouvernement prévoit des réponses concrètes pour contrer les répercussions conjoncturelles et renforcer la résilience du pays. C'est pour accompagner cette stratégie que la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 84 millions de dollars pour améliorer le cycle de l'eau, principalement en zone rurale. Les fonds sont ainsi alloués dans le cadre du projet d'appui au développement inclusif et durable dans les zones forestières. À travers cette initiative, le gouvernement marocain investissera dans la réhabilitation des zones forestières ainsi que la restauration des terres dégradées par l'érosion, principalement dans les bassins versants prioritaires de Guis, Bourg-Grec, Sexoua et Sidi Abdallah. Concernant la biodiversité, des opérations de promotion et de la gestion durable des forêts sont également prévues. Le gouvernement marocain veut aussi promouvoir l'entrepreneuriat forestier auprès des jeunes à travers la mise en place de structures incubation. 2 incubations d'entreprises ont d'ailleurs été identifiées dans le nord à Tétouan et dans le sud de Souan Massa. Les jeunes entrepreneurs forestiers seront ainsi accompagnés, y compris financièrement, pour le développement des filières eucalyptus, plantes aromatiques et médicinales, ainsi que l'aquaculture continentale. La Zambie traverse à l'heure actuelle la période la plus sèche de ces 40 dernières années. C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique qui agit sur la population, plus particulièrement sur les enfants et sur les femmes. Léonce Sago. Les fortes sécheresses subies par la Zambie provoquent de l'insécurité alimentaire à la population, surtout chez les femmes et les enfants. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, va à la rencontre des populations les plus vulnérables avec des cliniques ambulantes. En ces temps de crise et de sécheresse, les femmes ont tendance à privilégier la recherche de nourriture plutôt que leur santé. Elles ne pensent pas aux visites médicales. Le Fonds des Nations Unies pour la population aide donc le ministère de la Santé à mettre en place des cliniques mobiles, des opérations de sensibilisation afin de fournir les services nécessaires aux femmes et aux jeunes filles, en particulier dans de telles situations. La Zambie est un pays qui affiche l'un des taux de malnutrition et de retard de croissance les plus élevés de l'Afrique subsaharienne. Face au risque de famine, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont les plus vulnérables. Cette situation représente un danger considérable pour la santé des mères et de leurs enfants. Les risques de violences sexistes, d'exploitation sexuelle et d'abus se sont accrus. Certaines femmes vont jusqu'à proposer des relations sexuelles en échange de nourriture. Aujourd'hui, nous fournissons des traitements antirétroviraux aux personnes séropositives. Nous fournissons des services de consultation pour les enfants et les femmes enceintes. Nous œuvrons aussi pour former et éduquer les populations qui vivent dans une situation précaire. La prolifération du VIH et de grossesses non désirées est énorme, sans oublier les mariages forcés des mineurs. Rappelons que la Zambie a l'un des taux de mariage d'enfants les plus élevés au monde. La Société des chemins de fer du Kenya et la Banque mondiale travaillent ensemble à la modernisation du réseau ferroviaire de ce pays de l'Afrique de l'Est. La première étape de ces collaborations sera l'électrification des trains de banlieue. Regardez. Le Kenya s'est lancé dans la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire dans l'ensemble de ses 47 comtés. Le premier chantier sera l'électrification des trains de banlieue qui fonctionnent jusqu'ici qu'avec des moteurs alimentés au diesel. La phase expérimentale qui s'achève en août 2024 cible le tronçon Tenka-Nayuki. Elle permettra l'installation des unités multiples électriques à batterie. Concrètement, il s'agit du remplacement des moteurs diesel par des batteries rechargeables sur les voies ferrées ainsi que l'utilisation des batteries pour la traction sur les lignes non électrifiées. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration du transport urbain au Kenya en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale. À travers la modernisation et l'électrification des trains de banlieue, les autorités du Kenya espèrent renforcer la sécurité et améliorer le confort des 13 000 passagers desservis quotidiennement sur les 155 km du réseau ferroviaire de ce pays de l'Afrique de l'Est. Le 21 juin 2024, le président malgache Andry Rajoelina a inauguré le premier tronçon téléphérique de Tananarive.
Ce projet ambitieux vise à réduire les embouteillages et à offrir une alternative écologique au transport traditionnel. Alessandra Adekombi et Francesca Dissou. Le téléphérique d'Antananarivo capable de transporter jusqu'à 75 000 passagers par jour. Il veut une solution innovante pour décongestionner une ville conçue initialement pour 300 000 habitants, mais qui en compte aujourd'hui plus de 3 millions. Le président de la République, André Rajoelina, accompagné de plusieurs officiels malgaches et français, a survolé le centre-ville à bord de ce nouveau moyen de transport, démontrant son efficacité et sa sécurité. Ce téléphérique représente un gain significatif pour l'environnement. Ce projet, dont la construction a coûté la somme considérable de 152 millions d'euros, a été financé majoritairement par un prêt bancaire garanti par la Banque publique d'investissement. Une partie de ce financement, soit 28 millions d'euros, a également été couverte par un prêt du Trésor français. Malgré ses nombreux avantages, le téléphérique reste inaccessible pour une grande partie de la population en raison de son coût. Le ticket est fixé à 4 000 arriérés, soit 6 fois le prix d'un ticket de bus. Avec un salaire minimum d'environ 50 euros par mois, beaucoup de Tananariviens ne pourront pas se permettre ce moyen de transport. Toutefois, une tarification sociale est prévue pour les étudiants et les retraités. En Afrique du Sud, les chercheurs ont commencé à injecter de la matière radioactive dans les cornes des rhinocéros afin de les rendre non consommables et plus détectables aux postes frontières. Cette mesure vise à décourager les braconniers qui déciment ces pachydermes. Rafietou Mbereko et Léonce Sabo. L'Afrique du Sud abrite près de 80% de la population mondiale de rhinocéros blancs, qui est estimée à moins de 13 000 spécimens. Mais le pays est devenu un haut lieu du braconnage, poussé par la demande asiatique où les cornes en kératine sont utilisées en médecine traditionnelle pour leurs prétendus effets thérapeutiques. Les braconniers ont tué au moins 249 rhinocéros au cours des 6 premiers mois de cette année, soit 83 de moins qu'au cours du premier semestre de l'année 2020. Pour les protéger, jusqu'à présent, on écornait les rhinocéros. Mais la technique est lourde et doit être répétée régulièrement, ce qui limite son efficacité car la corne de ces mammifères repousse. Une autre solution commence à être testée. Il s'agit de faire en sorte que la corne devienne inutilisable en la rendant radioactive avec 2 minuscules implants installés à l'intérieur. Une dose sans danger pour l'animal, mais suffisante pour être détectée par les appareils de contrôle des aéroports et des ports en cas de trafic. Et surtout, la poudre de corne devient inutile car toxique pour la consommation humaine. Le chercheur à l'université de Witwatersrand, James Larkin, a affirmé lors d'un séminaire en ligne organisé par l'Association nucléaire mondiale que l'ingestion d'une petite quantité de matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros pourrait permettre de les détecter plus facilement sur les marchés de contrebande. Il déclare aussi que plus de 11 000 détecteurs de rayonnement sont installés dans les ports et les aéroports du monde entier. Il précise encore que les agents frontaliers disposent souvent de détecteurs portatifs qui pourraient également permettre de détecter les cornes braconnées. 2 rhinocéros ont déjà reçu une injection d'un isotope non radioactif afin de s'assurer que le matériau ne se propage pas dans leur corps et ne cause pas de problèmes de santé aux animaux ou aux humains. Le projet n'en est qu'à sa première étape avec un test réalisé sur 20 individus pour commencer. Mais l'initiative enthousiaste les protecteurs du rhinocéros blanc. La dernière phase du projet consistera à soigner l'animal en suivant un protocole scientifique et éthique approprié selon la responsable du projet, Jessica Babish. L'équipe prélèvera ensuite des échantillons de sang pour s'assurer que les animaux sont protégés. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International, l'information continue. Excellente semaine à tous.